Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information. Nous allons découvrir ensemble les principaux titres qui composent notre actualité aujourd'hui. Nous nous intéresserons à la visite du ministre délégué aux affaires maghrébines et africaines, Abdelkader Messahel, au Zimbabwe. À l'international, nous irons en Ukraine avec un début d'accalmie dans l'est du pays et le respect des accords de Minsk II. Nous finirons avec de l'insolite et la découverte de fossiles de nouvelles espèces de crocodiles vieux de 13 millions d'années découverts au Pérou. Abdelkader Messahel, ministre délégué chargé des affaires maghrébines et africaines, porteur d'un message du président de la République Abdelaziz Bouteflika, a été reçu ce vendredi à Harare au Zimbabwe par le président Robert Mugabe. J'ai été chargé par le président Bouteflika de transmettre un message d'amitié à M. Mugabe en tant que président du Zimbabwe et président en exercice de l'Union africaine. À cette occasion, je lui ai réitéré l'invitation du président pour effectuer une visite d'État en Algérie, a déclaré M. Messahel à la presse à l'issue de son entrevue avec le président du Zimbabwe. M. Messahel a également souligné que l'Algérie et le Zimbabwe ont convenu de tenir une réunion de leur commission mixte au cours du second trimestre 2015. Le ministre délégué aux affaires maghrébines et africaines s'est également entretenu avec le dirigeant zimbabwéen, président de l'Union africaine, sur le rôle de l'Algérie sur les cas maliens et libyens. Il a déclaré « Les efforts de l'Algérie pour le règlement de ces crises s'inspirent des principes qui régissent les relations entre États africains, puisés dans l'acte fondateur de l'organisation africaine, à savoir le règlement pacifique des crises, l'appropriation de la gestion des crises par l'Afrique et la non-intervention étrangère dans les affaires africaines. » Sur le sujet du Sahara occidental, M. Messahel a salué le rôle important que joue l'Union africaine dans le règlement de ce problème, conformément aux directives de l'ONU et aux principes fondateurs de l'Union africaine, celui du droit des peuples à l'autodétermination. Dans ce contexte, Abdelkader Messahel a mis en avant le rôle de l'envoyé spécial de l'UA, Joachim Chissano, pour le parachèvement de la décolonisation du Sahara occidental, à la veille de l'examen du rapport de Christopher Ross par le Conseil de sécurité de l'ONU. La nécessité de promouvoir le dialogue entre le sud et le nord de la Méditerranée et l'implication de la société civile dans ce processus a été au centre des débats jeudi à Alger, à l'occasion de la célébration de la journée de ce dialogue. La célébration à Alger de la journée du dialogue sud-nord, la troisième du genre, a vu la participation des représentants des institutions algériennes, de la société civile ainsi que des membres du réseau du dialogue. Intervenant à l'occasion de cette journée placée sous le thème Dialogue jeunesse et paix, Henrik Hermann Kroner, un des fondateurs du dialogue entre les deux rives, a affirmé que le lancement du dialogue nord-sud sous le thème Une vision commune du futur a été un succès. Depuis 2006, un congrès est organisé chaque 3 ans dans chacune des rives de la Méditerranée de façon alternative, a-t-il ajouté, rappelant que le deuxième congrès du dialogue entre les deux rives de la Méditerranée a eu lieu en 2009 à Alicante en Espagne et le troisième congrès qui s'est tenu à Tunis en 2012 était placé sous le thème « Le partenariat entre la société civile et les pouvoirs publics ». Le 4e congrès du dialogue sud-nord se tiendra en juillet prochain à Milan sous le thème « Territoires et populations oubliées des transitions démocratiques en Méditerranée », a annoncé M. Kroner, qui est également vice-président du dialogue sud-nord. Le congrès de 2015 a pour objectif, a précisé le même responsable, de traiter les problèmes liés au monde rural des deux rives de la Méditerranée. Pour sa part, M. Benjdidi, qui s'exprimait au nom de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l'homme, a souligné que le dialogue est le moyen à même de régler toutes les questions suspendues qui concernent le sud et le nord de la Méditerranée. Cet intervenant a indiqué aussi que la société civile plaide pour un dialogue basé sur la paix et à la tolérance, ajoutant qu'un dialogue sérieux est nécessaire pour la protection des droits de l'homme. De son côté, le professeur Kamel Filali, membre du CNCPPDH, a indiqué que le dialogue de la société civile est une procédure à même de mettre fin au conflit au niveau national et international. En marge de cette rencontre, Maître Fatma Zohra Benbrahim, en sa qualité de membre du réseau Dialogue Sud-Nord, a mis l'accent sur l'importance à accorder à la société civile ainsi que la politique de son voisinage, estimant en outre que l'État doit être à l'écoute des aspirations des sociétés civiles. Le président du Bénin, Thomas Boniaï, a reçu Abdelkader Messahel ce jeudi à Cotonou, porteur d'un message du président de la République Abdelaziz Bouteflika. M. Messahel est arrivé jeudi à Cotonou où il a été accueilli par le ministre béninois des Affaires étrangères Arifari Bako dans le cadre d'une tournée africaine qui le mènera également au Zimbabwe et au Niger.
Cette audience a été aussi l'occasion pour le ministre des Affaires maghrébines et africaines d'informer le président béninois de la tenue du Forum économique d'hommes d'affaires africains à l'automne 2015, visant à renforcer la coopération économique entre les opérateurs économiques de l'ensemble du continent. Cet événement éminemment économique sera l'occasion de voir quelles sont les potentialités et les capacités réelles qui existent dans le continent pour faire des échanges commerciaux interafricains, a souligné M. Msahel. Le ministre est en tournée à travers un certain nombre de pays africains dans le cadre du renforcement des relations bilatérales. L'envoyé spécial du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, est porteur de messages adressés au président du Zimbabwe, Robert Mugabe, l'actuel président de l'Union africaine, le président béninois Yayi Boni et le président nigérien Mahamadou Issoufou. M. Msahel a relevé que cette audience était également l'occasion d'un échange de vues sur la situation prévalente dans la région, notamment au Mali, la Libye et le Nigeria. La situation dans l'est de l'Ukraine semble s'améliorer. Les accords de Minsk II commencent à être respectés, le cessez-le-feu est effectif pour le deuxième jour consécutif et le retrait des armes lourdes s'opère petit à petit. Menacée par la Russie d'un arrêt de livraison de gaz, l'Ukraine a payé sa facture à Gazprom. Une amélioration indéniable est à noter dans l'est de l'Ukraine, où pour le deuxième jour consécutif, le cessez-le-feu est respecté, avec aucun mort à déplorer du côté ukrainien. Le retrait des armes lourdes se poursuit depuis jeudi 26 février, où les forces ukrainiennes continuent à s'exécuter pour respecter les accords de Minsk II. De leur côté, les séparatistes pro-russes ont déclaré avoir retiré 90% des armes lourdes en respectant la ligne de démarcation de 100 km convenue dans ces mêmes accords du 12 février. Ces retraits se font sous la surveillance de l'Organisation pour la coopération et la sécurité en Europe. Washington a pour la première fois émis un commentaire positif en notant une légère amélioration de la situation dans l'est de l'Ukraine. À moins d'un revirement de situation, une accalmie est bel et bien notable dans cette région qui a connu plus de 10 mois de conflit avec au moins 5800 morts. De son côté, l'Ukraine semble engagée à mettre les moyens pour parvenir à une paix durable. Le président russe Vladimir Poutine avait menacé l'Ukraine et de facto l'Europe de cesser les livraisons de gaz si le gouvernement de Petro Poroshenko ne payait pas ses factures en suspens. Il avait déclaré en marge d'une conférence de presse à l'issue d'une rencontre avec le président chypriote mercredi « Le prépaiement pour les livraisons de gaz fait par la partie ukrainienne couvre encore 3 ou 4 jours. S'il n'y a pas de nouveau prépaiement, Gazprom va suspendre ses livraisons selon le contrat. Bien sûr, cela pourrait créer certains problèmes pour le transit du gaz vers l'Europe à nos partenaires européens. L'Ukraine s'est automatiquement exécutée à travers son entreprise Naftogaz qui vient de régler la facture du mois de mars à Gazprom à hauteur de 15 millions de dollars ce vendredi. Le ministre russe de l'énergie Alexander Novak a déclaré ce vendredi « Nous savons que les données de Gazprom montrent que l'Ukraine a viré 15 millions de dollars, mais que l'argent n'est pas encore arrivé à Gazprom. Si nous recevons le prépaiement aujourd'hui ou d'ici lundi, alors les volumes commandés seront livrés. » Après de nombreux mois d'intimidation financière et de déclarations houleuses sur la scène internationale, la fermeté russe semble avoir porté ses fruits et Vladimir Poutine a montré, fidèle à sa réputation, qu'il est un bon stratège. À quel jeu joue Benyamin Netanyahou ? En acceptant l'invitation des Républicains, parti de l'opposition, pour s'exprimer devant le Congrès américain pour son discours prévu ce 3 mars, le Premier ministre israélien s'est attiré les foudres de la Maison-Blanche et de la communauté juive américaine. Comme un nombre grandissant de juifs américains, je veux clarifier une chose. Netanyahou ne parle pas en mon nom. C'est par ces mots que le rabbin David Tuch, directeur du Centre d'éthique juive à Philadelphie, s'est exprimé dans le Huffington Post la semaine dernière. Il précise que c'est la première fois qu'il prend publiquement position contre un représentant israélien, en qualifiant de catastrophe le discours de Benyamin Netanyahou prévu le 3 mars prochain devant le Congrès américain. La décision de Netanyahou d'accepter de s'adresser au Congrès à l'invitation des leaders républicains a asséné un grand coup aux liens historiques entre Israël et les États-Unis, poursuit-il. Avant d'ajouter que prendre le parti des Républicains est une attaque contre le président Obama et le Parti démocrate. Contrairement aux Israéliens, les Juifs américains sont majoritairement démocrates et très largement pro-Obama. Selon un sondage publié en octobre 2013, 70% des Juifs des États-Unis se considèrent démocrates pour 22% de républicains. En effet, 57% de la communauté juive américaine approuve le travail d'Obama en tant que président, selon un sondage de novembre 2014. Dans un contexte décisif dans la course d'un 4e mandat de Premier ministre, de nombreux spécialistes considèrent que si le discours de Netanyahou devant le Congrès est réussi, cela lui permettrait de l'emporter face à son candidat Isaac Herzog dans un pays qui compte 5,3 millions d'électeurs contre 8 millions en Israël. Ce discours axé sur le nucléaire iranien survient après que le Mossad ait publié un rapport sur la teneur d'enrichissement en uranium de l'Iran
qu'il estime à hauteur de 20%, alors que pour produire une bombe nucléaire, un taux de 90% est nécessaire. Dans ce contexte, le rabbin Rick Jacobs, représentant de l'Union pour le judaïsme réformé, déclare à France 24 « Je suis sûr que Benjamin Netanyahou ne manquera pas d'être éloquent pour ce qui est d'évoquer le danger nucléaire que l'Iran représente pour Israël, pour le Moyen-Orient et le monde. » De son côté, la Maison-Blanche a considéré cette initiative comme une rupture de protocole de la part du Premier ministre israélien. John Kerry considère quant à lui que Benjamin Netanyahou fait tout simplement une erreur de jugement sur le dossier nucléaire iranien à moins d'un mois d'un possible accord historique sur ce dossier entre l'Iran et les États-Unis. Côté sport avec du football, le Mouloudia d'Alger, malheureux face à la formation du Sahel lors du match aller du tour préliminaire de la Coupe des Confédérations, devra sortir le grand jeu à Niamey pour espérer rejoindre l'AS Ochlef, déjà qualifié pour le second tour de la compétition. Les Mouloudéens, qui restent sur une défaite face à l'Azmoran 2-1 en Ligue 1 Mobilis, n'auront pas la partie facile contre les Nigériens, lesquels rêvent d'un exploit samedi à l'occasion des matchs retour prévus durant tout le week-end. Deux autres équipes africaines, à l'instar des Hearts of Oak, petits vainqueurs de Police, et Revenue Authority, auteurs d'un 3-2 face à LGCO+, ne sont pas à l'abri d'une mauvaise surprise. En revanche, l'Ittihad de Libye, Mounana du Gabon et Bidvest Wits, Afrique du Sud, ont assuré l'essentiel à domicile. Insolite avec cette nouvelle qui nous vient du Pérou, où une équipe de paléontologues de différentes nationalités a découvert des fossiles de 7 espèces d'ancêtres de crocodiles vieux de 13 millions d'années. Une première mondiale. Nous avons trouvé en un seul endroit les restes fossiles de 7 espèces de crocodiles datant d'il y a plus de 13 millions d'années. Une découverte unique pour la science paléontologique, a déclaré Rodolfo Salas Gismondi, paléontologue du Musée d'histoire naturelle de l'Université de San Marcos au Pérou. Le professeur Salas Gismondi, à la tête d'une équipe internationale de paléontologues péruviens, américains et français, a mis la main sur ces fossiles de 7 espèces d'ancêtres de crocodiles se nourrissant de mollusques dans la région de Loreto, au nord-est du Pérou, à la frontière équatorienne. Les résultats de ces découvertes ont été publiés ce mercredi dans la revue scientifique Proceedings de la Royal Society. Les chercheurs ont dû attendre la saison sèche quand le niveau des eaux baisse d'une dizaine de mètres pour explorer les fonds rocheux et découvrir les fossiles. Rodolfo Salas Gismondi a également précisé que parmi les fossiles, l'équipe a découvert ceux d'un caïman long de 2 mètres dont le museau en forme de pelle lui permettait d'attraper des mollusques des fonds vaseux de la zone. Ces crocodiles sont totalement nouveaux pour la science car on ignorait que certaines espèces se nourrissaient de mollusques. Avant d'ajouter, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers cette étude, nous avons identifié une étape dans l'histoire de l'Amazonie et ses formes de vie. Il y a des milliers d'années, l'Amazonie n'était pas comme aujourd'hui, il y avait des marécages et des lacs. La forêt était fragmentée par des lacs, tout cet écosystème a disparu au moment de la formation du fleuve Amazone. Rappelons qu'en 2011, une expédition menée par des paléontologues péruviens et un scientifique autrichien Klaus Heuninger avait découvert dans la même région les fossiles d'un crocodile géant vieux de 20 millions d'années. On arrive maintenant à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à très bientôt dans les antennes de Numedia News.